Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h19, la société hystérisée. Jonathan Curiel est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint des programmes du groupe M6, en charge des magazines et des documentaires, et auteur de donc ce livre, La société hystérisée, aux éditions de l'Aube. Comment faire redescendre la température, voilà. Et si on se calmait, c'est la grande question du jour. Oui, Paris contre Marseille, anti-Amazon, pro-Amazon, les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, etc. Ça dit, Jonathan Curiel, ça a toujours plus ou moins existé. Les conversations de comptoir, c'était un petit peu ça aussi, quoi. Mais l'hystérie des débats, surtout. Oui, c'est historique, et d'autant plus en France, on a cette culture du débat ou de l'algarade, d'être dans le choc, dans le clash, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui, et ce que je décris dans le livre, c'est les réseaux sociaux, un certain emballement médiatique, et puis des causes de société beaucoup plus profondes. Les fractures sociales, la fracturation de l'espace public, l'émotion qui est aujourd'hui exacerbée dans le niveau politique et même ailleurs dans la société, et puis également une société qui manque un peu de mise en récit, ce que certains d'ailleurs candidats à la présidentielle essayent de faire, cette espèce de récit un peu mobilisateur pour nos sociétés qui nous manque un peu aujourd'hui. On a du mal à mettre, de la nuance, en fait. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, parmi les solutions que vous préconisez à la fin, et on y reviendra tout à l'heure, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, dans un débat, il n'y a pas de nuance, quoi. Aujourd'hui, on est dans des situations et dans des débats très binaires de manière générale. On le voit d'ailleurs même dans nos métiers, dans les médias, où on a un pour, un contre, un oui, un non. Et puis par ailleurs, dans ces débats un peu binaires, on est dans une espèce de culte de l'opinion, où il faut avoir des opinions tout de suite sur tout, ce que d'ailleurs les sondages nous poussent à faire, à nous positionner sur tous les sujets. En disant parfois beaucoup de bêtises, surtout. En disant un peu tout n'importe quoi, et surtout en devant se positionner sur plein de sujets différents sur lesquels on n'a pas forcément d'avis. Oui. Moi, si vous voulez, j'ai commencé à écrire ce bouquin parce qu'à un moment, je me disais, mais il y a des sujets sur lesquels j'ai pas d'avis. Les éoliennes, je savais pas trop. Le nucléaire, on a tous un peu un avis, mais on n'est pas forcément tranché, clivé sur tous les sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette sensation de devoir se positionner sur tous les sujets. Et j'ajoute enfin qu'avec les réseaux, notamment, aujourd'hui, votre point de vue, il est identitaire. Bah oui. Donc c'est vous. Votre avis, c'est quand on s'attaque à votre opinion, on s'attaque d'une certaine manière à vous. Et du coup, ça génère de la conflictualité beaucoup plus qu'avant, pour répondre à votre première question. Ouais. Mais est-ce que c'est pas parce que pendant très longtemps, on a été muselé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de chambre d'écho, on parlait effectivement dans le bar d'à côté. Aujourd'hui, on peut s'exprimer au plus grand nombre. Et l'anonymat fait aussi beaucoup de dégâts, parce que forcément, quand on se cache derrière en tout cas, un pseudo, c'est plus facile de balancer. Mais est-ce que c'est parce que les Français n'ont pas besoin aussi de s'exprimer ? Si, et absolument, vous avez tout à fait raison. Donc il y a effectivement une nouvelle caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux gens de s'émanciper, de démocratiser la parole publique, des gens qui ne parlaient pas avant. Donc ça, c'est quand même le point positif. Et en même temps, aujourd'hui, il y a une caisse de résonance qui est beaucoup plus importante que par le passé. Donc effectivement, aujourd'hui, on a accès à des réseaux qui vous donnent la parole sur tous les sujets. Oui, c'est ça. Mais ces réseaux sociaux, c'est eux véritablement qui sont l'accentuation, l'amplificateur de ça, de cette hystérisation. Oui, c'est d'une certaine manière les catalyseurs de cette situation. Pour rejoindre ce que disait Cécile précédemment, l'anonymat est un levier très important, parce que quand vous êtes planqué derrière un écran, vous êtes plus violent, vous pouvez chasser en meute, vous pouvez vous êtes caché. Parce que sur les réseaux, comme je disais, c'est très identitaire, c'est très performatif. Vous voulez agir, en fait, vous voulez choquer, vous voulez heurter, vous dites ce que vous buvez, voyez, pensez. Donc du coup, vous voulez faire réagir l'autre. Sans nuance, quoi, en fait. Sans nuance. Parce que si vous mettez de la nuance, ça ne portera pas. En fait, sur les réseaux, d'une certaine manière, et dans la société aujourd'hui, on le voit même dans la campagne, il y a une prime à l'indignation et à la radicalité. Il y a une prime au clash. Et les réseaux sociaux, ça c'est connu, c'est un peu tarte à la crème, tout le monde le dit, mais il faut le rappeler, il y a le système des bulles cognitives, où vous ne recevez que des infos qui vous concernent vous. Ouais. Et donc qui vous confortent dans vos propres points de vue. Et qui vous stimulent. Et qui vous stimulent. Et à l'inverse, vous recevez des informations qui vous rebutent de manière outrancière parce qu'elles sont trop éloignées de votre propre point de vue. Et du coup, on crée une société avec des gens qui restent tous dans leur couloir de nage, dans leur silo, et qui
qui ne se parlent pas, et du coup, vous vous retrouvez avec des blocs très antagonistes. Oui, mais Jonathan Curiel, si on revient 20 ans en arrière, il n'existait pas les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Il y avait beaucoup moins aussi de chaînes d'information. Il y avait tout ça était moins présent. On a du mal à se souvenir. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait encore des débats? Vous citez Michel Pollack, mais c'était tout finalement. Et plus loin, l'affaire Dreyfus, hein, quand même. Oui, alors mais l'affaire Dreyfus, il n'y avait pas les médias de la même manière. C'était des journaux, mais, je sais pas si vous avez n'infusait pas partout. Je sais pas si vous avez vu. Je me faisais la réflexion ce week-end. Illusion perdue. De Xavier Giannoli, le film, l'adaptation de Balzac qui est sur les écrans, vous vous rendez compte que c'était il y a 150 ans, les journaux c'était pareil. C'était la polémique, c'était on met la polémique sur le spectacle du soir pour qu'ensuite on en parle et que ça crée c'était les premières situations d'hystérisation. Et puis dans l'histoire, on en a toujours eu, effectivement, l'affaire Dreyfus en France qui opposait des camps très opposés, le McCarthyisme aux États-Unis, quand vous avez Lady Di qui a disparu il y a 25 ans, qui a connu des situations d'hystérisation ultime, pareil pour certains chanteurs, enfin l'hystérisation a toujours été partout. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est l'accélération peut-être, quoi. Aujourd'hui, c'est l'accélération, c'est qu'on voit plus, qu'on entend plus ces situations, qu'elles ne sont plus bornées dans le temps. C'est pas une affaire, c'est pas l'affaire Dreyfus, c'est pas les Didi, c'est pas le conflit israélo-palestinien, c'est pas la guerre d'Algérie. L'hystérisation, elle est partout, tout le temps, et on la voit plus, on l'entend plus, du fait des médias et des réseaux sociaux. Les médias étant beaucoup plus nombreux que par le passé, se battant entre eux pour attirer l'attention. Mais cette hystérisation qui est parfois très violente, aujourd'hui elle se transforme en violence physique. Regardez le président de la République qui a été giflé, vous en parlez. Donc forcément, on a passé un cap quand même. Oui, on a passé un cap de deux manières. En fait, on passe un cap de deux manières. C'est-à-dire qu'effectivement, la réalité virtuelle et la violence dans le monde virtuel peut se transformer en violence physique parce qu'elle dégoupille des situations et en fait il n'y a plus de frontières entre l'espace public et l'espace privé. C'est le premier point. Et puis il y a un deuxième danger de cette société hystérisée que je décris, c'est le fait que plein de gens, et je pense parmi beaucoup dans vos auditeurs, en ont marre de tout ça. On en ras-le-bol. On en ras-le-bol. Et ils se disent, nous, tous les énervés, les excités qu'on voit à la télé, c'est pas notre sujet, nous on n'est pas du tout comme ça, on se barre à la campagne, on est chez nous, on se replie sur soi, sur sa maison, son barbecue, on veut plus entendre, on est fatigué de cette polémique permanente. Et je suis convaincu que ça concerne beaucoup de gens. Oui, Elisabeth Lévy, vous posez une question à ce sujet. D'abord, si vous voulez, Jonathan Curiel, je vous dis ce que vous pensez sur les éoliennes. Du mal, bien sûr. Ça y est. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, effectivement, il y a, disons, cette démocratisation, si vous voulez, du clash, parce que entre nous, à l'Assemblée, on en venait parfois aux mains. Et Cécile a eu raison de citer l'affaire Dreyfus. On connaît tous ce célèbre dessin de Carandache, ils en ont parlé, où la table est complètement dévastée. Donc, je ne crois pas que ce soit nouveau, l'antagonisme, et ça fait partie de la culture politique française. Mais en même temps, ce que je trouve, justement, le paradoxe, c'est que on assume beaucoup moins en réalité le conflit idéologique aujourd'hui. Regardez ce que nous dit Arnaud Montebourg à propos d'Éric Zemmour, c'est qu'il faut le faire taire. C'est-à-dire qu'il ne va pas au clash. Moi, je suis frappé dans le débat avec Zemmour, c'est que très peu de gens lui répondent par des arguments et qu'effectivement, on lui répond par des invectives. C'est ça qui me frappe. Parce que le conflit, si vous voulez, le problème, c'est que le conflit n'est peut-être plus médiatisé par la politique. Parce que c'est ça le rôle de la politique, si vous voulez, c'est de civiliser le conflit, de le représenter, de le symboliser, si vous voulez, de façon à ce que ça tourne pas à la guerre civile. Et aujourd'hui, la politique ne joue plus ce rôle, et moi, je dirais, je ne sais pas s'il faut employer le terme d'hystérie que je trouve, désagréable, parce que après tout, moi j'aime. Non, mais le conflit, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas en avoir forcément peur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est, disons, beaucoup plus bas de gamme et qu'il n'est pas médiatisé. Ça me frappe. Aujourd'hui, c'est quand on fait, par exemple, quand on compose des plateaux pour une émission de télévision, la réalité, c'est que c'est difficile de trouver des gens, souvent, qui acceptent l'affrontement. Aussi paradoxal que cela puisse vous sembler. Oui, Jonathan Curiel. Oui, alors, je ne dis pas du tout qu'il faut fuir le conflit, d'autant que le conflit, même d'un point de vue scientifique, je veux dire, les plus grandes théories scientifiques, ça a été montré par un philosophe s'appelé Karl Popper, ont avancé parce que
que justement elles réfutaient, elles étaient en grand conflit avec les théories précédentes, et ça a donné lieu à d'ailleurs des conflits majeurs dans l'histoire de la science. Donc, et là où je vous rejoins, par exemple sur Zemmour, moi je rêverais qu'aujourd'hui on vienne discuter avec Zemmour sur le terrain des idées, ce qui n'est pas le cas. Donc y a pas de. L'idée, c'est qu'il faut pas confondre le conflit et le clash. Le clash, c'est pour faire de la polémique, pour faire des étincelles et attirer l'attention sur soi de la mauvaise manière. Venir sur le terrain des idées pour discuter du sens qu'on donne à cette campagne, de propositions concrètes, d'un programme un peu charpenté, bien sûr. Mais il n'y a pas que les politiques, on en parlera dans quelques instants, les icônes médiatiques, vous en parlez, Didier Raoult, forcément, on l'a fabriqué tous, autant qu'on est, et ça a créé forcément une animosité, des complots, enfin voilà, autour de son image. Oui, bah Didier Raoult est assez symptomatique et emblématique de cette société qui est décrite dans le livre, c'est-à-dire que on est toujours dans le blanc-noir, pour contre, donc on est Didier Raoult, c'était l'incarnation de Marseille versus Paris, de la technocratie versus le peuple, des anti-vax versus des pro-vax. Donc il a charrié avec lui, avec sa personnalité, avec son look un peu particulier qui permettait d'attirer l'attention. Il a permis de scinder le pays en deux et de se maintenir dans cette logique que je réfute dans le livre, qui est celle du pour et contre et du débat toujours binaire, sans aucune nuance au milieu. Oui, bon, et quel est le rôle des médias? On va revoir ça avec vous dans un instant, Jonathan Curiel. Et puis aller sur quelques solutions. Est-ce que c'est possible d'hystériser un petit peu moins la société? Parce que, évidemment, au bout du compte, on se dit, mais comment ça va se terminer tout ça? D'autant qu'il y a un climat qui est quand même assez anxiogène, globalement, dans nos sociétés. Et faut regarder des films de Noël, je vous assure, ça cartonne. Restez avec nous. On revient dans un instant, il est 9h29. Il est 9h33, dans 10 minutes, on va essayer de vous faire arrêter de fumer avec le mois sans tabac. À la France à vos côtés, oui, c'est ça. Exactement, et en attendant, c'est la société hystérisée. Jonathan Curiel est avec nous, directeur général adjoint des programmes d'M6 et auteur de ce livre aux éditions de l'Aube. Vous voulez nous appeler 0826 300 300, vous avez peut-être des méthodes, vous voulez nous parler de cette hystérisation du débat. On vous accueille bien entendu au standard. Oui, Jonathan Curiel, vous tapez beaucoup sur les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, qui ont accéléré en fait ce mouvement, et les médias classiques, c'est-à-dire les radios, comme nous évidemment, les télévisions, etc. Elles ont contribué ou pas parce qu'il y a une petite dizaine d'années en arrière, on se disait finalement il ne se passe rien. Il y avait peu de débats sur les chaînes de télé, très peu, et radio. Les médias, les chaînes de télévision un peu plus classiques, la radio, etc., effectivement, ont contribué à cette spectacularisation du débat, à cet appétit pour la polémique. C'est assez normal. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de médias et de canaux de diffusion qu'à l'époque. En 10 ans, tout cela a explosé sur les ondes, surtout à la télévision. Donc du coup, il faut attirer l'attention. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un marché de l'attention avec des gens qui sont sollicités de toutes parts, et du coup si vous voulez un peu attirer l'œil et l'attention du téléspectateur sur votre média, il faut qu'il s'y passe quelque chose, et donc on a détourné d'une certaine manière un peu la polémique, le clash dans avec un paradoxe tout de même, c'est-à-dire qu'on est dans une période où on dit on ne peut plus rien dire en fait aujourd'hui, avec la cancel culture qui s'introduit dans tout le pays, donc on ne peut plus critiquer les minorités, on ne peut plus se moquer de personne. Et c'est paradoxal quand même, quoi. C'est-à-dire que d'un côté on va au clash et puis de l'autre il faudrait être tiède. Parce que d'une certaine manière, on n'est pas assez sur le terrain des idées, on n'est pas assez sur le terrain du récit, et qu'on est sur l'écume, on est sur le clash et sur le buzz du jour, et que du coup, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on va jamais dans le dur sur le contenu des propositions, des idées, et dans ces cas-là, le conflit passe mieux. Le conflit est acceptable, pas être d'accord avec quelqu'un, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est pas de dire la nuance, c'est tiède et on est dans la modération, dans le consensus mou, si vous me permettez, un peu chiant. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, assumons la conflictualité, assumons l'échange, assumons le débat, allons-y franchement, mais sur le terrain des idées, et pas sur le fait du jour qui est relayé partout sur les chaînes d'infos, sur les radios, et qui du coup ne débouche sur pas grand-chose, et qui frustre les gens parce qu'ils ont envie de parler de contenu, de programme, de propositions, et qu'ils en ont pas pour leur argent. Mais est-ce que le fait, par exemple, avant, c'était de l'entre-soi, les journalistes parlaient aux journalistes, voilà, aujourd'hui toutes les radios ouvrent le micro aux auditeurs, aux téléspectateurs, on a
un président qui va au contact des Français. Est-ce que ça, à un moment donné, ne va pas permettre d'apaiser le débat une fois que tout le monde aura sorti un peu et déballé son mal-être? Est-ce que du coup ça va pas retomber en se disant finalement on arrive à se parler? Moi je trouve ça très bien ce que vous dites de donner la parole aux gens, que les radios le fassent, donner la parole aux auditeurs, et je pense, pour en venir un peu aux voies de sortie et aux solutions qui peuvent être esquissées dans cette société un peu excitée, énervée, soumise à l'emballement collectif, c'est justement de donner la parole aux gens et de les impliquer plus dans la vie démocratique. Alors il y a plein de solutions, on voit bien que les politiques tournent autour de cela. Il y a eu les conventions citoyennes, le grand débat de Macron post-gilet jaune, alors il y a des ratés, des réussites. Sur le vaccin, on n'a pas très bien compris. Sur le climat, ça a été repris, mais on avait dit sans filtre, et finalement ça a été repris un peu différemment. Donc, mais on sent qu'on tourne autour de cette idée d'implication des citoyens, des gens dans la vie démocratique. C'est le cas par exemple en Suisse, où vous avez des votations populaires. Et j'étais à la radio suisse ce week-end, il me disait que ça dégoupille beaucoup de situations sociales, beaucoup. Vous mettez dans une votation populaire un sujet, ils vont voter sur le Covid, ils vont voter sur la justice, ils vont voter sur le statut des infirmiers à la fin du mois. Vous recevez un petit fascicule explicatif hyper clair sur ce sur quoi vous allez voter. Donc c'est la fin de l'indifférence en fait. C'est la fin de l'indifférence, et puis vous allez au fond des sujets surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de philosophes politiques qui le disent, c'est-à-dire qu'il faut acter la polarisation de la société, elle est là. Voilà, les gens sont opposés. Aux États-Unis, démocrates, républicains ne se parlent plus. Voilà, la société s'écartèle de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut impliquer les gens dans la vie publique, dans la vie démocratique. La votation en Suisse, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les politiques font en sorte de mettre au point une petite vidéo très claire avec le pour, le contre, ce sur quoi on va voter. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez ça chez nous, et il faut qu'on s'implique un peu plus dans la vie démocratique. Avec du temps, parce que pour ça, oui, bien sûr. l'un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est on écrit en fait très court, et extrêmement court, donc on ne prend pas son temps, on réagit comme on respire. On est soumis aux règles de l'immédiateté. Et vous, ce que vous proposez, c'est de prendre un petit peu plus de temps, et d'être dans un certain récit. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Je pense que oui. Il y a une expérience très intéressante qui n'est pas arrivée en France, qui a été pratiquée par 2 sociologues à Stanford, deux profs très réputés. Ouais. Avant la présidentielle de Trump-Biden 2020, ils ont rassemblé 500 personnes pendant un week-end dans une grande salle. C'est une initiative qui s'appelait America in One Room. Ils les ont fait débattre avec des experts, ils ont formé des ateliers sur les 26 propositions phares de la campagne, sur tous les thèmes majeurs, énergie, écologie, pouvoir d'achat et ainsi de suite. Ils se sont rendus compte au bout d'un week-end, parce que les gens s'étaient parlé entre eux, avaient parlé à des experts, et avaient vraiment interagi, que le débat s'était apaisé. Ils se rejoignaient sur 22 propositions sur 26. Ouais. Alors qu'en entrant dans la salle, ils ne s'adressaient pas la parole. Oui, mais... Preuve qu'on peut dépolariser, il faut faire parler les gens entre eux, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Oui, mais il y a des problèmes de communauté et de bulles, c'est-à-dire qu'il y a des communautés aujourd'hui qui ne se rencontrent jamais. C'est le problème. C'est-à-dire que sur YouTube, il y a des gens qui n'y vont jamais, qui ne connaissent pas les stars d'aujourd'hui, qui ont des milliers ou des centaines de millions de vues et dont on n'a jamais entendu parler. Donc comment faire en sorte que ces gens se parlent? C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que qui regarde aujourd'hui la télévision, il y a toute une population qui la regarde plus, il y a une population qui va pas sur les réseaux sociaux, il y a une autre population qui est déconnectée. C'est difficile. J'avoue que là, c'est la complication, c'est comment est-ce qu'on fait sortir chacun de son silo, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se reparlent. Je pense qu'il y a un certain nombre d'outils, peut-être d'un point de vue politique, pour faire en sorte que les gens interagissent plus et se parlent un peu plus. Alors, je suis pas politique, donc j'ai pas non plus toute la boîte à outils, mais vous touchez du doigt effectivement le fait que, de par les bulles cognitives, les réseaux, notre vie sociale aujourd'hui, les fractures sociales très importantes. On l'a vu quand même avec la Gilet jaune. Il y avait quand même 2 France. Ça a été décrit par des sociologues. Christophe Guilluy qui a décrit la France périphérique, la France urbaine. Voilà, on est dans des mondes. Fourquet l'a décrit dans l'archipel français, où on voit plein de petits îlots en France très émiettés et qui ne se parlent plus. La question, c'est comment ces différents blocs qui aujourd'hui sont antagonistes se reparlent. Oui. Et demain, comment faire avec l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes américaines qui ne voient pas du tout les nuances qu'il peut y avoir dans une société française, peu leur importe. Et les médias, l'ensemble des médias en fait nationaux, on parle pas des médias européens parce que c'est un petit peu difficile, ont du mal à résister face à cela, Et demain, est-ce que les journalistes, est-ce que les médias traditionnels existeront encore face à ces grandes plateformes?
Il faut le souhaiter, il faut faire en sorte que justement nos médias dits traditionnels continuent d'être une caisse de résonance pour les gens, la société, et qui répercutent un certain nombre de nos problèmes et apportent des solutions. Non, mais vous, en tant que professionnel justement des médias, vous n'avez pas cette crainte pour demain? Sur le fait que les réseaux ou les plateformes... Que les médias traditionnels disparaissent totalement et que tout ne passe que par les plateformes et les grands réseaux. Et pour l'instant, c'est un peu comme la vie politique qui a été complètement chamboulée ces dernières années. Pour l'instant, j'ai pas cette sensation. Si vous voulez, il y a quand même quand vous voyez les scores d'audience pour être sur des faits concrets, vous avez quand même des chiffres très importants en faveur et de vos médias, de la radio et de la télévision. C'est quand même des médias fédérateurs, ça rassemble les gens devant la télé. Je le dis dans mon livre, pendant le confinement, les gens se sont rués sur la télé et sur la radio. Ils se sont rués sur les films patrimoniaux de Louis de Funès. Ils voulaient des programmes de partage, d'humour. Ils veulent se détendre. Vous pouvez vous évader à travers la télévision, aller voir des pays que vous ne connaissez pas. Donc je pense quand même la télévision, la radio, qui permet de faire parler les gens entre eux, ont quand même de beaux jours devant eux. Ça rassemble 25 millions de téléspectateurs par soir. Bien sûr que ça rassure, ça fait partie de votre jingle, de votre matinale. Du coup, les gens le connaissent, ça les rassure tous les matins. Ça, c'est l'effet Patrick Roger. Hein. C'est sûr, mais il y a tout ce côté bonnes habitudes des médias qui font que on se retrouve et on partage, et les gamins le lendemain à la cour de récréation se disent t'as vu le Roi Lion, même si le Roi Lion on l'a vu 25 fois, on l'a vu la veille à la télévision, et puis on peut en parler dans la cour de récréation, ou un vieux film patrimonial, on en parle à la machine à café au bureau. Donc. Merci Jonathan Curiel. Donc La Société hystérisée, c'est aux éditions de l'Aube. Donc c'est un essai évidemment, constat d'aujourd'hui et puis des solutions demain avec seuil de tolérance. Est-ce que vous avez parlé de Karl Popper, voilà, c'est ça effectivement tout à l'heure. Voilà, vous allez voir, vous allez vous y mettre au film de Noël. Vous allez voir, ça va vous faire grand bien, Patrick Roger. Restez avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on va vous faire arrêter de fumer. Voilà, en tout cas, on va vous donner les clés. Le combat de quelques personnes qui tentent d'arrêter de fumer, et puis les dangers évidemment que ça représente si on continue l'addiction. On va voir ça dans un instant. Un mois sans tabac, c'est le mois de novembre. À tout de suite.